On considère souvent les paysans médiévaux comme étant pauvres et en difficulté en permanence. Mais est-ce là toute l'histoire? Avant de décider, il est utile d'examiner de plus près ce qu'était réellement leur vie, au-delà des récits habituels que nous connaissons tous. Quand nous pensons aux paysans médiévaux, nous imaginons souvent des gens affamés, mangeant de la terre et des insectes pour survivre. Mais la vérité est un peu différente. Leurs repas n'étaient pas des dîners élégants de 5 plats, mais ils n'étaient pas non plus constamment au bord de la famine. Le régime quotidien d'un paysan médiéval était centré sur le pain. Beaucoup de pain. Contrairement à nos pains blancs et moelleux du supermarché, le pain paysan était sombre, dense et fait avec les céréales qui poussaient localement. Le seigle et l'orge étaient courants, le blé étant réservé aux riches. Un paysan typique pouvait manger entre 1 et 2 livres, environ 450 à 900 grammes, de pain chaque jour. C'est comme manger à vous seul une miche de pain moderne entière. La bouillie d'avoine était un autre aliment de base. Bon marché, abondante et facile à faire. Il suffisait de jeter un peu d'avoine ou d'orge dans une marmite avec de l'eau et vous aviez un repas. Les haricots, les pois, les oignons, l'ail et les navets complétaient le menu quotidien. Ces légumes étaient généralement cultivés sur de petites parcelles à côté des maisons des paysans. Voudriez-vous un peu de viande avec votre pain? Désolé, nous sommes en rupture de stock. Que diriez-vous d'un peu plus de pain? Cette plaisanterie aurait eu beaucoup de sens pour un paysan médiéval. La viande était quelque chose de spécial, pas un aliment de tous les jours. La plupart des paysans ne savouraient de la viande que les jours de fête ou lors d'occasions spéciales, peut-être 40 ou 50 jours par an, s'ils avaient de la chance. La viande de porc était la plus courante, car il était relativement facile d'élever des porcs avec des restes et en les laissant chercher leur nourriture dans les forêts voisines. Le poisson frais était disponible pour ceux qui vivaient près des rivières ou de la côte, mais pour les paysans de l'intérieur des terres, le hareng salé devint une source cruciale de protéines, en particulier pendant le carême, lorsque les règles de l'Église interdisaient la viande. Un fait intéressant sur l'alimentation. Les œufs étaient plus accessibles que la viande et fournissaient des protéines cruciales lorsque la viande n'était pas disponible. Maintenant, en ce qui concerne les boissons, on ne faisait pas toujours confiance à l'eau, et pour une bonne raison, elle pouvait vous rendre malade. À la place, la bière était la boisson quotidienne pour tout le monde, y compris les enfants. Les archives de l'Angleterre médiévale montrent qu'un travailleur adulte pouvait boire jusqu'à 1 gallon, près de 4 litres, de bière par jour. Avant d'imaginer des paysans ivres trébuchant dans les champs, sachez que la bière médiévale était plus faible que la bière moderne, bien que ces champs cultivés avec une légère ébriété puissent expliquer certains des sillons tordus. Préparer les repas médiévaux n'était pas une expérience rapide et simple. Une paysanne, car la cuisine était presque toujours un travail de femme, pouvait passer des heures chaque jour simplement à faire du pain. Il fallait d'abord moudre le grain à la main, mélanger la pâte, la laisser lever, puis la cuire dans un four communautaire ou sous des cendres chaudes à la maison. Comparez cela à nos repas cuits au micro-ondes en 2 minutes. Pendant les années de bonne récolte, ce régime fournissait suffisamment de calories pour supporter le dur travail physique, mais une mauvaise récolte pouvait tout changer. Les mauvaises récoltes dues au climat ou à la guerre signifiaient une famine grave. La sécurité alimentaire était toujours incertaine. Les récits médiévaux décrivent des mesures désespérées pendant les famines, comme moudre de l'écorce d'arbre pour en faire de la farine ou faire bouillir du cuir pour faire de la soupe. Les saisons affectaient radicalement ce qui était disponible. La fin de l'hiver et le début du printemps, connus comme la période de la faim, étaient particulièrement durs lorsque les aliments stockés s'épuisaient et que les nouvelles cultures n'étaient pas prêtes. L'automne, juste après, la moisson apportait une abondance relative. Une tradition festive médiévale consistait à cuire des miches de pain extraordinairement grandes après la récolte des céréales. On dit que certaines pesaient plus de 40 livres, environ 18 kiloglis. Les aliments qui remplissaient les estomacs des paysans les soutenaient pendant les temps difficiles et les travaux exténuants. Bien que leurs repas lourds à base de pain puissent paraître ennuyeux pour nos goûts modernes, ce régime simple fut le fondement qui a maintenu la vie médiévale en vie. Mais la nourriture n'était qu'une partie de la survie quotidienne. Parlons des maisons paysannes médiévales.
Elle n'apparaissait pas précisément dans Better Homes and Gardens. Une maison paysanne typique était minuscule selon les normes actuelles, généralement 1 ou 2 pièces seulement où vivait toute une famille ensemble. Il ne s'agissait pas de spacieux concepts ouverts avec des dressings et des salles de bain attenantes. La structure de base commençait par un cadre en bois fait à partir des arbres qui poussaient à proximité. Pins, chênes, ormes, tout ce qui pouvait être coupé et façonné ferait l'affaire. Ensuite, il y avait les murs, qui étaient pour la plupart faits de clayonnage, des bâtons tissés comme un panier, puis recouverts de torchis, un mélange de boue, de paille, de fumier et d'argile. Ce mélange séchait en durcissant et fournissait une isolation décente contre les vents froids. Les sols n'étaient que de la terre battue. La moquette mur à mur signifiait des joncs ou de la paille dispersée qui attrapait toutes sortes de saletés, de miettes et de petits cadeaux du chien de la famille. Ces revêtements de sol n'étaient rechangés que quelques fois par an, ce qui devait créer une expérience assez aromatique. Pour le toit, des bottes de paille, de foin ou de tout autre matériau végétal imperméable disponible étaient superposés et attachés ensemble. Un toit de chaume bien fait pouvait durer 20 ans s'il était correctement entretenu, mais il constituait également un foyer accueillant pour les souris, les insectes et les oiseaux. Le sommet du toit avait souvent un trou pour que la fumée puisse s'échapper du feu qui brûlait en dessous. En parlant de feu, le chauffage et la cuisine se faisaient autour d'un foyer ouvert, juste au centre de la pièce principale. Jusqu'à la fin du Moyen Âge, il n'y avait pas de cheminée dans la plupart des foyers paysans. La fumée remplissait la partie supérieure de la maison avant de trouver la sortie par le trou du toit ou simplement en s'infiltrant à travers la paille. Les fenêtres étaient un luxe rare. La plupart des maisons n'avaient là que de petites ouvertures qui pouvaient être couvertes de papier huilé, de tissus ou de volets en bois par mauvais temps. Les fenêtres en verre, c'était pour les églises et les gens riches. Les paysans médiévaux pouvaient dire avec certitude qu'ils n'avaient pas besoin de rideaux élégants car ils avaient à peine des murs. En hiver, la situation devenait encore plus bondée lorsque les animaux étaient rentrés à l'intérieur. Vaches, chèvres, poulets et porcs pouvaient partager l'espace avec les humains. Ce n'était pas parce que les paysans médiévaux étaient particulièrement attachés à leur bétail. C'était simplement pratique. Les animaux généraient de la chaleur corporelle, ce qui maintenait la maison plus chaude et empêchait également que des animaux précieux ne meurent de froid ou ne soient volés. Dans ces maisons, l'intimité n'existait pas. Des familles entières dormaient dans une seule pièce, partageant souvent un seul grand lit rempli de paille. Les enfants pouvaient dormir au pied du lit de leurs parents ou sur le sol à proximité. Les punaises de lit, les puces et les poux étaient des colocataires indésirables mais omniprésents. Un fait fascinant. Des études de maisons médiévales conservées montrent que le logement paysan moyen en Angleterre mesurait environ 400 pieds carrés, environ 37 mètres carrés. C'est plus petit que beaucoup de studios modernes. Une famille de 5 à 8 personnes pouvaient vivre ensemble dans cet espace. L'espace de rangement était créatif et limité. Des cordes tendues au-dessus des poutres soutenaient des herbes et de la viande à sécher. Des paniers suspendus au mur contenaient des outils essentiels. Chaque centimètre d'espace devait avoir un but et rien n'était gaspillé. Ces humbles demeures protégeaient les paysans, pour la plupart, des intempéries et des animaux sauvages. Mais elles nécessitaient constamment des réparations. Après l'abri et la nourriture, venait une autre préoccupation quotidienne. L'argent parle, même à l'époque médiévale. Mais combien un paysan gagnait-il réellement avec une dure journée de travail? Analysons l'économie médiévale en des termes que nous pouvons tous comprendre. La plupart des paysans travaillaient la terre. De l'aube au crépuscule, ils labouraient les champs, semaient des cultures, récoltaient les céréales et s'occupaient des animaux. Le travail était épuisant et constant, avec différentes tâches selon la saison. Le printemps signifiait labourer et semer. L'été apportait le désherbage et l'entretien. L'automne était le temps de la moisson. L'hiver impliquait des réparations, le filage de la laine et d'autres tâches à l'intérieur. Pour ceux qui n'étaient pas liés à l'agriculture, il existait d'autres options de travail. Les métiers spécialisés comme la forge, la menuiserie, le tannage et le tissage
offrait des alternatives. Les femmes travaillaient souvent comme brasseuses, boulangères ou fileuses, en plus de leurs tâches ménagères. Les enfants, dès l'âge de 7 ans, commençaient à travailler, aidant généralement leurs parents ou servant comme apprentis. Maintenant, la grande question, combien gagnaient-ils ? Un travailleur non qualifié typique en Angleterre vers le XIVe siècle pouvait gagner 1 ou 2 deniers par jour. Les travailleurs qualifiés gagnaient plus. Les charpentiers et les forgerons pouvaient gagner entre 3 et 4 deniers par jour. Pour mettre cela en contexte, un seul denier avait alors beaucoup plus de pouvoir d'achat que nos pièces modernes. Que pouviez-vous acheter avec un denier médiéval ? Une miche de pain décente coûtait environ un demi-denier. Un poulet vous aurait coûté 2 deniers. Un gallon de cette bière de tous les jours coûtait environ 1 denier. Le tissu pour une chemise simple pouvait coûter 3 ou 4 deniers. Les conseillers budgétaires médiévaux auraient eu une simple feuille de conseil. Lundi, achetez du pain, du mardi au dimanche, bonne chance. La plupart des paysans vivaient au bord du gouffre économique. Une mauvaise récolte ou une dépense imprévue pouvait plonger une famille dans l'endettement, ou pire. À l'époque, le paiement des choses fonctionnait différemment. Les pièces de monnaie réelles étaient utilisées moins souvent qu'on pourrait s'y attendre. Au lieu de cela, de nombreux travailleurs étaient payés en nature, comme de la nourriture, un logement ou le droit d'utiliser la terre. Un forgeron pouvait réparer la charrue d'un fermier en échange de céréales. Un ouvrier pouvait travailler des jours supplémentaires pour le seigneur du domaine, pour payer le loyer de sa petite cabane. Le concept de salaire tel que nous le connaissons était encore en développement. Beaucoup de paysans étaient des serfs légalement liés à la terre qu'ils travaillaient. Ils ne recevaient pas de salaire, mais gardaient une partie de ce qu'ils produisaient après avoir remis la quantité requise à leur seigneur. Ce système, appelé le système seigneurial, signifiait que la situation économique était largement déterminée par la naissance. Les archives de l'Angleterre médiévale nous fournissent des détails fascinants sur les taux de rémunération. Après que la peste noire eut tué près de la moitié de la population au milieu du XIVe siècle, les travailleurs survivants se retrouvèrent soudainement très demandés. Les salaires augmentèrent de façon spectaculaire, doublant ou triplant dans certains cas. Cette pénurie de main-d'œuvre alarma tellement les autorités que le roi Édouard III d'Angleterre promulgua le statut des travailleurs en 1351, tentant de geler les salaires au niveau d'avant la peste. Comme pour de nombreuses lois sur le salaire minimum au cours de l'histoire, les travailleurs trouvèrent des moyens créatifs de contourner ces restrictions plus rapidement qu'en effectuant un paiement sous la table. Les archives judiciaires montrent des amendes fréquentes pour les travailleurs qui exigeaient un salaire plus élevé que ce qui était légalement autorisé. Un maçon à Oxford fut découvert acceptant un salaire excessif de 5 deniers par jour plus les repas, une version médiévale du salaire plus avantage. Si leur maison offrait un abri de base et leur régime une nutrition juste suffisante, les salaires des paysans médiévaux leur donnaient peu d'occasion d'améliorer leur situation. Cependant, survivre avec ces maigres revenus n'était qu'un des nombreux défis auxquels ils étaient confrontés dans leur vie quotidienne. L'existence du paysan médiéval était bien plus que de travailler toute la journée et de compter des deniers la nuit. Aussi difficile que cela puisse paraître à croire, les paysans médiévaux ne travaillaient pas toutes les heures de leur vie. Ils avaient en réalité des jours de congé, et plus qu'on ne pourrait s'y attendre. Non, ils ne passaient pas leur temps libre à feuilleter de vieux livres ou à jouer aux paysans en colère sur leurs tablettes de pierre. Le calendrier de travail médiéval tournait autour de la religion. Les dimanches étaient des jours de repos obligatoires selon la loi ecclésiastique. Travailler le jour du Seigneur pouvait vous causer de sérieux ennuis avec les autorités tant célestes que terrestres. Ce repos hebdomadaire donnait aux paysans un jour pour assister à l'église, reposer leur corps et passer du temps en famille. Mais les dimanches n'étaient que le début. Le calendrier médiéval était rempli de fêtes religieuses et de jours de saints, entre 40 et 50 jours par an où le travail était interdit. Si l'on ajoute à cela les dimanches, les paysans médiévaux bénéficiaient d'environ 1 jour de congé pour 3 jours travaillés. Les principales fêtes religieuses, comme Noël et Pâques, s'étendaient sur plusieurs jours. Par exemple, la célébration de Noël durait 12 jours, du 25 décembre au 6 janvier. Pendant ces périodes, de nombreux travaux réguliers s'arrêtaient complètement. Que faisaient les paysans de ce temps libre? Pour commencer, ils buvaient beaucoup. Les brasseries des villages
servait d'équivalent médiéval au centre communautaire où les gens se réunissaient pour bavarder, chanter, jouer et, oui, consommer des quantités impressionnantes de bière. Les chansons à boire médiévales étaient probablement le karaoké originel, tout aussi fort et faux, mais avec plus de couplets sur l'agriculture. Les jeux physiques étaient incroyablement populaires. Le football médiéval ne ressemblait en rien au football moderne. C'était un chaos total où des villages entiers s'affrontaient pour déplacer une balle d'un point de repère à un autre. Pensez à un mélange de football, de rugby et de bagarre de taverne, sans carton jaune, mais avec des ecchymoses supplémentaires. Sans arbitre et avec très peu de règles, ces matchs se terminaient souvent par des os cassés et des nez en sang. Les autorités ont tenté à plusieurs reprises d'interdire ces jeux car ils étaient trop violents et distrayaient les gens de la pratique du tir à l'arc, qui était réellement utile pour la défense nationale. Les combats de lutte attiraient des foules de spectateurs. De jeunes hommes forts luttaient et se jetaient les uns sur les autres pour démontrer leur force et gagner de petits prix ou simplement le droit de se vanter. Les archives montrent que les décès accidentels lors de ces combats de lutte n'étaient pas rares. Pour un divertissement moins violent, les paysans appréciaient la musique et la danse. Les musiciens professionnels itinérants étaient un luxe rare. Mais dans de nombreux villages, il y avait des habitants talentueux qui jouaient de la cornemuse, des tambours ou des instruments à cordes. Lors des festivals, des danses en cercle simple étaient organisées, auxquelles tout le monde participait, des enfants aux grands-parents. Les soirées d'hiver étaient remplies de contes. Sans télévision ni Internet, les traditions orales prospéraient, contes de héros, de saints, de monstres et de magie transmis de génération en génération. La version médiévale de Netflix était simplement grand-père près du feu racontant la même histoire de dragon pour la énième fois. Et personne ne pouvait passer à l'épisode suivant. Ce n'était pas seulement du divertissement. Cela préservait les valeurs culturelles et les connaissances pratiques. Un fait fascinant, les archives ecclésiastiques montrent des plaintes concernant des paysans qui sautaient la messe pour assister à des pièces de théâtre ou à des jeux, ce qui suggère que même avec des options limitées, les gens du Moyen-Âge trouvaient encore des moyens d'éviter les obligations ennuyeuses au profit du plaisir. Les activités saisonnières ponctuaient le calendrier. Le printemps apportait les danses de mai, où les villageois enrubanaient un grand mât de ruban tout en dansant en cercle. Les célébrations du solstice d'été comprenaient des feux de joie au-dessus desquels les gens sautaient pour avoir de la chance. Les fêtes de la moisson incluaient des concours pour les meilleures récoltes et des festins où tout le monde contribuait avec de la nourriture. Bien que les historiens modernes aient autrefois cru que les paysans médiévaux menaient des vies de misère implacables, les preuves issues des archives judiciaires, des plaintes de l'Église et des découvertes archéologiques racontent une histoire différente. Ces gens travaillaient incroyablement dur, mais ils s'amusaient aussi beaucoup pendant leur temps libre. Ces moments de repos et de célébration aidaient les paysans à faire face aux dures réalités de la vie médiévale. La capacité de s'éloigner occasionnellement du travail, de partager la joie avec les voisins et d'oublier leurs problèmes pour un moment était cruciale. Bien sûr, lorsque les festivités se terminaient, ils retournaient à un monde rempli d'autres défis quotidiens qui nécessitaient différents types de forces pour être surmontés. Quand nous imaginons les paysans médiévaux, nous imaginons souvent des gens sales qui ne se baignaient jamais. Les films les montrent avec les dents noircies et couverts de boue. Mais est-ce vraiment exact? La réponse pourrait vous surprendre. Tout d'abord, les gens du Moyen-Âge se baignaient. Les bains publics étaient courants dans les villes jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Les gens comprenaient que se nettoyer leur faisait du bien et aidait à prévenir certaines maladies. Dans de nombreux foyers, il y avait des baignoires en bois qu'ils remplissaient d'eau chaude pour se laver. Pendant l'été, les ruisseaux et les rivières servaient de lieux de baignade naturelle. « Seigneur, votre bain est prêt. Nous avons chauffé l'eau à une température parfaite. La température qu'elle avait quand vous l'avez sortie du puits. L'heure du bain n'était pas aussi pratique que d'ouvrir un robinet, mais elle existait. L'idée que les gens du Moyen-Âge évitaient complètement l'eau est tout simplement fausse. Qu'en est-il de l'hygiène dentaire? Les brosses à dents telles que nous les connaissons n'existaient pas, mais les gens se brossaient quand même les dents.
Ils les frottaient avec un chiffon rugueux, utilisant parfois des mélanges d'herbes, de sel ou même de charbon de bois, broyés comme une forme primitive de dentifrice. Les bains de bouche à base d'herbes comme la sauge et la menthe aidaient à rafraîchir la laine. Ces méthodes n'étaient balita pas parfaites, mais ce n'était pas rien non plus. Ceci dit, les problèmes de santé abondaient. Sans la médecine moderne, même des blessures mineures pouvaient devenir mortelles si elles s'infectaient. Une simple coupure en travaillant dans les champs pouvait entraîner un empoisonnement du sang. Les os cassés, s'ils n'étaient pas correctement remis en place, pouvaient causer un handicap à vie. La maladie était la plus grande menace. La peste noire a tué entre 30 et 60% de la population européenne au milieu du XIVe siècle. Mais les maladies quotidiennes faisaient encore plus de victimes au fil du temps. La grippe, la fièvre typhoïde, la dysenterie et la tuberculose se propageaient rapidement dans des conditions de vie surpeuplées. L'enfance était particulièrement dangereuse. De nombreuses femmes mouraient pendant l'accouchement ou d'infections ultérieures. Cela explique en partie pourquoi les femmes médiévales avaient souvent de nombreuses grossesses. Malheureusement, tous les enfants ne survivaient pas jusqu'à l'âge adulte. Les registres des villages anglais montrent que pour 5 enfants qui naissaient, seulement 2 ou 3 pouvaient atteindre l'âge de 10 ans. Le traitement médical était un mélange de connaissances pratiques et de ce que nous appellerions aujourd'hui de la superstition. Vous avez mal à la tête ? Votre guérisseur local pourrait vous suggérer un mélange de thé d'écorce de saule qui contient de l'aspirine naturelle et de porter une pierre spéciale autour du cou qui ne contient aucun médicament. Étonnamment, certains chirurgiens médiévaux étaient assez habiles. Ils pouvaient remettre en place des os, extraire des calculs de la vessie et même réaliser des opérations oculaires de base pour les cataractes. La plupart des opérations étaient effectuées sans anesthésie, bien que parfois l'alcool ou l'opium soulageaient la douleur. Une erreur très commune concerne l'espérance de vie médiévale. On entend souvent dire que les gens ne vivaient que jusqu'à 30 ou 40 ans. C'est techniquement vrai, mais trompeur. La moyenne était tirée vers le bas par une mortalité infantile et juvénile extrêmement élevée, si vous surviviez à l'enfance. Vous aviez de bonnes chances de vivre jusqu'à 50 ou 60 ans, ce qui n'est pas très différent de l'histoire plus récente avant la médecine moderne. Les preuves issues des fouilles de cimetières montrent que de nombreux paysans médiévaux souffraient d'arthrite, probablement à cause d'années de dur labeur physique. Les problèmes dentaires étaient également courants, bien que non principalement, dus à un manque de nettoyage. Le pain grossier usait les dents et sans soins dentaires, tout dommage était permanent. Les dures réalités des maladies, des blessures et des connaissances médicales limitées signifiaient que les paysans médiévaux faisaient face à des problèmes de santé à chaque tournant. Cependant, même avec ces luttes, ils devaient encore faire face à une autre pression constante dans leur vie. Vous pensez que vos impôts sont élevés ? Parlons des problèmes d'argent médiévaux. Le système fiscal médiéval n'était pas seulement compliqué. Il était conçu pour extraire le maximum possible de ceux qui avaient le moins à donner. Les paysans vivaient sous un régime constant d'exigences financières. D'abord venait le loyer à leur seigneur. La plupart des paysans ne possédaient pas directement leurs terres. Au lieu de cela, ils les tenaient d'un seigneur noble et payaient pour ce privilège, généralement avec une combinaison d'argent, de récolte et de travail. Ce n'était pas un simple paiement mensuel. Le montant pouvait changer en fonction des récoltes, des besoins du seigneur, ou simplement parce que le seigneur l'avait décidé. Ensuite venait la dîme de l'église. Un 10% obligatoire de tout ce qu'un paysan produisait. C'est exact. Un 1/10 de toutes les cultures, animaux et produits allait directement à l'église. Et ce n'était ni optionnel, ni déductible des impôts. Les représentants de l'église venaient inspecter votre récolte pour s'assurer que vous ne lésiniez pas. Bonne nouvelle, l'Église ne veut que 10% de vos récoltes. La mauvaise nouvelle, c'est que votre Seigneur veut les 90% restants. Ce n'était pas loin de la vérité pour de nombreux paysans médiévaux. Des frais aléatoires surgissaient constamment tout au long de la vie d'un paysan. Besoin d'utiliser le moulin du Seigneur pour moudre votre grain ? Cela vous coûtera. Vous voulez vous marier ? Il y a des frais pour cela. Quelqu'un de votre famille est mort ? Il est temps de payer le droit de main morte, une taxe où le seigneur prenait votre meilleur animal ou outil. Les frais les plus inhabituels provenaient d'étranges coutumes médiévales. Par exemple, à certains endroits, les paysans devaient
payaient un merchet lorsque leur fille se mariait, compensant essentiellement le seigneur pour la perte d'une travailleuse. Dans d'autres régions, les seigneurs avaient donc le droit de préemption sur tout ce qu'un paysan voulait vendre. Et si je ne peux pas payer? Les conséquences étaient dures. Vous pouviez perdre vos droits sur la terre, être contraint à des travaux supplémentaires ou même faire face à l'emprisonnement. La dette n'était pas considérée comme une circonstance malheureuse, mais comme un échec moral et un délit. Les archives médiévales racontent des histoires de méthodes de paiement créatives lorsque les pièces étaient déjà rares. Un paysan du Yorkshire a payé ses impôts avec un paquet de flèches qu'il avait lui-même fabriqué. Une famille de Normandie a réglé sa dette envers son seigneur en lui fournissant un grand fromage chaque automne pendant 7 ans. La charge fiscale totale pouvait être écrasante. Des études sur les manoirs anglais médiévaux suggèrent que les paysans pouvaient céder entre 20 et 30% de tout ce qu'ils produisaient à travers divers paiements. Cela ne semble pas radicalement différent des taux d'imposition modernes jusqu'à ce que l'on se souvienne que les paysans médiévaux vivaient déjà au niveau de subsistance. Chaque œuf perçu en impôts était un œuf qui ne nourrissait pas leurs enfants. Les collecteurs d'impôts médiévaux furent de l'inspiration originelle des histoires d'horreur. Attention, voilà Lord Stuart, était plus effrayant que n'importe quel conte de fantômes. Les paiements saisonniers créaient une autre couche de stress. La plupart des taxes devaient être payées après la récolte, lorsque les paysans avaient des cultures à vendre ou à échanger. Une mauvaise récolte signifiait devoir choisir entre payer des impôts ou nourrir sa famille. Les archives judiciaires révèlent que les paysans développèrent des stratégies sophistiquées pour gérer ces pressions financières. Certains formèrent des réseaux de prêts informels au sein des villages. D'autres se spécialisèrent dans la production artisanale, qu'ils pouvaient vendre contre des pièces. Beaucoup négocièrent simplement des plans de paiement ou demandèrent de la clémence de leur seigneur. La cocotte minute financière de la vie paysanne médiévale déterminait chaque décision, de la culture à planter au nombre d'enfants à avoir. Cependant, malgré toutes ces difficultés, les paysans médiévaux trouvèrent des moyens de survivre et parfois de prospérer, créant des communautés et des traditions qui perdureraient pendant des siècles et laissant un héritage qui influence encore notre monde aujourd'hui.